Aujourd'hui, on passe en revue les projets les plus excitants de 2026, en tout cas pour ceux qui sont déjà annoncés. Mais d'abord, laissez-moi vous saluer bien évidemment, c'est Kevin pour les Ludovores, bonne année évidemment pour ceux dont c'est la première vidéo que vous voyez sur la chaîne cette année, j'espère que vous avez pu profiter de très agréables vacances, de beaucoup de parties endiablées autour de la table avec vos familles, enfin votre famille, vos amis ou que sais-je encore, et du coup je vous propose dans ce petit menu crowdfunding hors série, comme chaque année, de passer en revue la grande majorité des... Enfin, pas la grande majorité, mais disons une bonne partie des projets vraiment intéressants, vraiment excitants, qui ont su attirer mon regard en ce début d'année. Alors bien évidemment, la totalité des projets qui vont popper sur Kickstarter, GameFund et compagnie cette année ne sont pas encore annoncés, donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres jeux qui en réalité devraient entrer dans mon top 10 dans les mois à venir, certainement ne sont simplement pas annoncés encore, non j'y peux rien, calmez-vous. Si les jeux que potentiellement vous avez déjà entrevus, passés par là, ne sont pas dans ce classement, parce que peut-être je les ai simplement pas vus moi-même, j'ai pas non plus une connaissance universelle, je ne suis pas omnipotent, et je ne suis pas non plus une encyclopédie du crowdfunding, même si j'aimerais croire que j'ai une certaine connaissance malgré tout. Mais donc non, bien sûr que certains projets ne sont pas encore annoncés, d'autres certainement sont passés sous mon radar, je ne les ai pas encore aperçus, et si c'est le cas, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour que tout le monde puisse en profiter, bien évidemment. J'en profite également pour dire que dans la description de cette vidéo, vous retrouverez des liens vers les pages de pré-campagne si vous souhaitez vous y abonner pour être au courant quand la campagne sera lancée, même si bien évidemment ils apparaîtront dans le menu crowdfunding, et puis aussi leur page BGG pour y trouver peut-être un peu plus d'informations, si tant est que la page existe déjà, bien évidemment. Donc on va sans plus tarder entrer directement dans les mentions honorables. Vous me connaissez, je ne peux pas me limiter à un top 10, il faut forcément des mentions honorables, et il y en a pléthore. En vrai, il y en a quelques-unes même qui auraient pu être dans le top 10, mais le débat interne était profond en moi, mais j'ai dû définir un top 10. Je mentionnerai éventuellement quand certains de ces jeux auraient pu se trouver dans le top 10 en réalité. Et donc on va passer très rapidement sur les mentions honorables, bien évidemment de par leur statut de mention honorable. Je vais pas passer plus de 1 ou 2 minutes par mention honorable, avant ensuite de s'apesantir un petit peu plus sur le reste. Du coup, on y va, on se lance. Première mention honorable, c'est Spirited, le prochain projet de Shem Phillips, son 31e déjà sur Kickstarter. Ce sera son œuvre en collaboration avec S.J. McDonald et Zachary Smith, avec notamment Mihailo Demitrievski, donc Demiko. Pour ce qui est des pinceaux, donc de la direction artistique, on est sur un jeu de cartes, de combos dans tous les sens apparemment, pour 1 à 6 joueurs, c'est essentiellement ici dans cette liste parce que c'est Shem Phillips, donc les jeux de Shem Phillips sont toujours très attendus, et donc on attend bien sûr celui-ci de pied ferme, même si je ne suis pas forcément le plus grand amateur jusqu'à présent des jeux de Garphill Games, mais je ne suis pas un très grand connaisseur non plus pour être tout à fait honnête. Ensuite, on aura aussi Shifters qui a été annoncé il y a déjà fort longtemps. J'ai l'impression que la vidéo de Nyx sur le sujet date d'il y a au moins 7 ou 8 mois. Bon, je sais pas exactement où en est le projet, mais Shifters, bien sûr, verra le jour, théoriquement en tout cas, pour 2026. Jouable en solo, en coop, un jeu de cartes avec des combos dans tous les sens, relativement court, qui se joue en solo également, avec une DA assez sympa. Pour l'instant, la boîte de jeu a plutôt une très bonne réputation dans la sphère francophone et même dans le monde entier, même si pour l'instant, les différents jeux de la boîte de jeu que j'ai pu tester jusqu'à présent, aucun n'était vraiment si marquant au point où vraiment faire des must-have, des classiques dans ma collection, même Wonderful World que j'ai à côté de moi, que j'aime beaucoup, que j'aime bien vraiment. Pourrait tout à fait quitter ma collection, que ça m'attristerait pas trop longtemps non plus en réalité. Donc je suis assez curieux parce que Shifters a un univers assez particulier qui me parle pas forcément beaucoup, mais je suis curieux de voir ce qu'ils vont savoir proposer et comment ils vont se renouveler aussi. Donc ouais, à suivre Shifters. On a ensuite bien sûr la réédition, après genre 30-40 ans je crois, après la première édition, par Awakened Realms de Labyrinth Chronicles, avec cette fois-ci en plus du matos à foison en 3D, etc. Ça va bien sûr jouer sur la fibre nostalgique de beaucoup d'entre nous je pense. Fort heureusement j'ai jamais joué au jeu d'origine, donc ça me parle pas outre mesure, mais je sais que Xavier est à l'affût, est aux aguets, tel un petit suricate dans la savane, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc ça réimplémente un jeu qui date de 1986, donc ça fait
40 ans exactement. Donc voilà pour Labyrinth Chronicles. Ensuite, on aura l'adaptation du jeu vidéo Cult of the Lamb. On a vu cette année, on en a beaucoup parlé d'ailleurs chez Nyx, des adaptations de jeux vidéo en jeu de plateau. Il y en a quand même beaucoup depuis 2-3 ans particulièrement. Paperfold Games, ils n'en sont pas à leur coup d'essai non plus, parce qu'ils avaient déjà fait la version jeu de société de Terrarium, je crois, ou Terraria, je sais plus exactement, un des deux. Et donc cette fois-ci, ce sera Cult of the Lamb, dans lequel on va donc, avec un jeu de placement d'ouvriers, construire son propre culte et s'attirer un maximum de suiveurs, on va dire. Le jeu est déjà pas mal suivi, hein, avec 7300 abonnés déjà à la page de pré-campagne. En revanche, ils n'ont pas encore de page BGG pour l'instant. Ensuite, on a aussi, bien sûr, Brass Pittsburgh, le nouveau projet de Roxley Games, troisième itération de Brass, cette fois-ci aux États-Unis. Alors, bien sûr, dès qu'on dit Brass, ça fait venir les foules. On a quand même 46 000 abonnés qui se sont meutés sur la page de pré-campagne sur GameFound. C'est pour vous dire la traction dont ils bénéficient, toujours pour 2 à 4 joueurs, 120 minutes la partie, un jeu plutôt expert. Pour rappel, Brass, c'est quand même, ou c'était, je pense que c'est encore, le jeu numéro 1 sur BGG actuellement, donc c'est quand même un truc très attendu. En plus, Roxley Games, qui fait souvent des jeux très bien édités, donc ouais, c'est très attendu. Il a déjà une note sur BGG, ce qui n'a absolument aucun sens. Peut-être que c'est les pré-testeurs, enfin les testeurs du proto qui ont déjà émis des notes, je ne sais pas exactement, mais en tout cas celui-ci est très attendu. Chez nous on a joué à Brass peut-être 2-3 fois, j'aimerais bien y rejouer moi personnellement, mais je sais que Xavier a pas beaucoup apprécié, que l'univers lui parle pas, donc a priori ça va pas ressortir tellement, c'est pour ça qu'il est pas dans le top 10, parce que je sais que je vais pas le backer, que Xavier non plus, parce qu'il sortirait pas, parce que ça n'attirerait pas Xavier, mais fondamentalement ça reste un jeu à suivre de très près. Ensuite, on a aussi Ancient Empires, le prochain projet de Arcana Games, un jeu de civilisation pour 1 à 4 joueurs avec du contrôle de territoire, avec des civilisations qui vont évoluer au fur et à mesure bien évidemment de la partie. Déjà près de 5000 abonnés à la page de pré-campagne sur GameFound, et pour rappel, Arcana Games, on leur doit des jeux tels que Pest par exemple, ou encore Small Samurai Empires. Pest m'avait beaucoup tenté, j'avais failli le backer à l'époque, je m'étais retenu, mais ouais, je pense que même aujourd'hui, à l'heure actuelle, quand ils sortiront donc Ancient Empires, il me tentera beaucoup moins que Pest, qui restait quand même à mon avis leur jeu le plus intriguant, mais que j'avais finalement pas backé. Ensuite, on a aussi Ravoria, qui est un jeu assez particulier, qui semble être un jeu assez particulier, qui sortira vraisemblablement en mars, si mes calculs sont bons, pour 2 à 4 joueurs, un jeu compétitif, avec pas mal de mécanismes un petit peu imbriqués les uns aux autres, mais surtout une idée assez sympa, assez originale, qui peut parfois même laisser penser à de l'IA. Alors j'ai pas checké pour le coup si c'est de l'IA générative ou pas, mais ça va pas l'air inintéressant. Donc ouais, à vérifier, à checker par vous-même, éventuellement vous me direz ce que vous en pensez, mais Ravoria, ça semble être plutôt joli, et en plus ça, c'est, je crois, un primo-éditeur, oui c'est ça, c'est bien et bien un primo-éditeur, donc à surveiller, quand on a primo-éditeur, joli jeu, et déjà pas mal de followers sur une page de pré-campagne, il y a quand même un petit peu d'intérêt derrière. Ensuite, on a la dernière saison pour l'instant, je ne sais pas s'il y en aura d'autres derrière, mais a priori, pour l'instant, la dernière saison de Final Girl qui arrive en février sur Kickstarter. On a la 4e saison de Final Girl, ce jeu solo très populaire, très bien noté, parce que Final Girl il est à 8.2, alors après il y a toutes les saisons, les extensions ici que l'on peut voir, qui sont notées un petit peu différemment les unes des autres, mais en gros c'est quand même un jeu solo hyper bien noté par la communauté des ludistes soloistes, donc j'imagine que notre cher Zeugma a la tulipe à 90 degrés en voyant l'annonce, ou en ayant vu l'annonce de Final Girls saison 4. Ensuite, on a aussi PDX, The Airport Game, qui est de Waterworks Games, et il y aura une VF qui plus est, donc ça c'est plutôt cool. Un jeu pour 1 à 4 joueurs dans lequel on va créer, étendre, développer son aéroport, avec un matos qui a l'air d'être relativement simple. Bon voilà, c'est un prototype, donc c'est pas forcément quelque chose sur lequel il faut se fier vraiment, mais il a l'air d'être plutôt charmant, on va dire. Je sais que c'est une thématique qui parle plus à Xavier qu'à moi-même, mais bon, je me dis que ça peut être intéressant malgré tout. Voilà, donc pour PDX, un auditeur qui n'est pas forcément très connu d'ailleurs en Waterworks,
c'est pas un éditeur dont on entend beaucoup parler, mais ils avaient quand même pondu Red Dog Junction ou encore Outland Glow, qui a déjà fait des résultats relativement intéressants sur Kickstarter à l'époque. On a également Dune Kwisatz Haderach Edition par GF9. Alors c'est quoi leur vrai nom déjà? C'est Gale Force 9, c'est ça. Donc à l'origine c'est un jeu de 2019 qui va connaître une réédition 2025 sur GameFound avec bien sûr tout ce que ça comprend de, j'imagine, deluxification, j'imagine que c'est une nouvelle version donc enrichie et certainement deluxifiée. Pour l'instant on n'a pas beaucoup d'informations, mais je pense que comme on dit de Kwisatz Haderach Edition, c'est certainement que c'est de la deluxification. Ensuite, pour rappel, hein, c'est un jeu quand même très bien noté, de 2019, 7.9, c'est quand même une très bonne note, a fortiori quand c'est un jeu qui ne provient pas du financement participatif. Ensuite, on a aussi bien sûr Diablo, j'en avais déjà parlé lors de cette même édition 2025, cette même émission, pardon, mais pour l'édition 2025, des jeux les plus attendus en financement participatif, mais il a été repoussé. Donc pour l'instant, Diablo n'est pas encore apparu, mais il devrait le faire courant 2026, donc le jeu de société Diablo, Glass Cannon Unplugged, qui vous le savez, hein, propose toujours des adaptations de jeux vidéo en jeu de plateau, et c'est certainement à ce jour leur projet le plus ambitieux, je pense, qui sera en plus de ça couplé avec un jeu de rôle pour aller de pair. C'est eux qui étaient derrière Frostpunk, Dying Light, Apex Legends, ou plus récemment aussi sur Kickstarter, Don't Starve, donc vraiment un Inter sur lequel il faut compter. Voilà, ils ont aussi une page BGG d'ailleurs. Ensuite, on a aussi Cats and Dragons, qui pour le coup n'a pas encore de page de pré-campagne Kickstarter ou GameFound, mais celle de nos projets de Pika Games, qui, pour rappel, avait pondu tout de même Sweet Mess, mais plus récemment aussi Flow, qui n'est pas encore reçu par les backers, mais qui était un projet assez sympa, assez ambitieux, alors que, pour rappel, Pika Games, c'est quand même le pendant plus family ou initié de Fantasia Game. Fantasia Game, c'est plus de l'expert pour le coup. Pika, c'est un cran en dessous, mais Flow, c'était quand même assez velu, mine de rien. Et donc, ils reviendront avec Cats and Dragons, petit jeu pour 2 à 4 joueurs, 30 à 60 minutes, illustré par Edu Valls, quand même un illustrateur de renom, et créé par Randy Flynn, qui est quand même derrière des jeux comme Cascadia, par exemple, ou encore Tabriz plus récemment. Donc, quand même à surveiller. Ensuite, ça a chargé un petit peu difficilement. On a Agricola Dead Harvest, encore une fois Awaken Realms. L'année dernière, on avait eu Agricola avec cette version gonflée aux hormones et deluxifiée à outrance, comme ils savent très bien le faire et que j'avais backé. Et cette fois-ci, on aura donc Agricola Dead Harvest, donc Agricola avec des zombies. Bon, c'est à surveiller parce que c'est Awaken Realms, mais j'avoue que le mélange de styles me convainc pas des masses, je sais pas exactement trop quoi en penser. Alors bien sûr ce sera très bien produit, il y aura des miniatures dans tous les sens, ça reste un jeu Uwe Rosenberg, même si derrière il y a des ajouts, hein, c'est vraiment un nouveau jeu, pour le coup c'est pas une refonte, mais je serais quand même curieux de voir ce qu'ils vont proposer, mais a priori la thématique me parle pas trop, donc c'est pas pour moi, mais quand même 30 000 abonnés à la page de pré-campagne, bon, un jeu quand même vraisemblablement très attendu. On a ensuite, bien sûr, The Legacy of Mars, donc le jeu Legacy en campagne de Terraforming Mars, qui lui aussi, bien sûr, sera très attendu. On voit qu'il n'y a que, entre guillemets, 12 000 abonnés à la page de pré-campagne pour un jeu tel que Terraforming Mars. C'est pas tant que ça en réalité, mais à suivre quand même de très très près, parce que ça promet d'être une expérience particulière, même si Terraforming Mars et Frixelius Games, donc l'éditeur de Terraforming Mars, l'équipe créatrice de Terraforming Mars, était un petit peu dans la sauce récemment vis-à-vis de plusieurs petites choses par-ci par-là, notamment au niveau de l'IA, parce que oui, pour le coup, l'IA est utilisée à outrance chez Frixelius. Est-ce qu'il en sera de même pour ce jeu? Je ne sais pas, mais j'imagine qu'il y en aura, en tout cas, pour l'instant difficile à savoir, mais quoi qu'il en soit, ça reste un jeu à suivre avec attention. Ensuite, on aura Vanilla Guardians of the Elder Tree qui fait une seconde tentative sur GameFound après un premier échec. Couverture toujours aussi belle, hein. Vraiment ils ont toujours des très très belles
couverture de boîte chez Forgotten Tales. C'est à eux que l'on devait également Sirens, qui avait également une très belle couve d'ailleurs. Ils avaient déjà fait une tentative pour Vanilla à l'époque qui s'était soldé par un échec, enfin ils avaient annulé, et là ils ont déjà 3250 abonnés à cette page de pré-campagne. Le jeu semble mêler différents types de mécanismes pour une expérience assez intéressante. Ça a l'air d'être à minima joli, on verra si ça vaut le coup en termes de gameplay également, mais en tout cas le jeu est plutôt beau. Ensuite on a aussi Whisperwood. Whisperwood, c'est le prochain projet de Cardboard Alchemy, un éditeur bien connu qui a proposé des jeux vraiment sympas par le passé. Le jeu qui vraiment les a mis sur la map, sur la carte des éditeurs, ça reste certainement quand même Flamecraft, même si avant ça, ils avaient déjà pondu Mission Catastrophe, et c'était, je crois, aussi eux qui avaient édité la première édition de... comment ça s'appelait déjà? Eldervale, j'ai oublié la première partie du titre. Quelque chose of Eldervale, j'ai oublié. Mais Flamecraft les avait vraiment mis en avant. Ils étaient revenus par Creator Kitchen, Flamecraft Duels ensuite. Et là, c'est leur nouveau projet qui sera donc intitulé Whisperwood. Un jeu pour 1 à 4 joueurs de backbuilding avec une très jolie DA. Donc ouais, à voir. C'est pas forcément un truc qui me parle outre mesure. Ça m'attire moins que n'avait pu m'attirer à l'époque Flamecraft par exemple. Le backbuilding, c'est pas forcément le mécanisme que je préfère, mais à suivre malgré tout. Ensuite, on a aussi Lord of the Rings, Foes of Middle-earth, donc un jeu avec la licence de Lord of the Rings, donc le Seigneur des Anneaux. Mais cette fois-ci, dans ce qui s'apparente à une sorte de gros dungeon crawler, sur une partie de la trilogie seulement. Je crois que c'est en gros le premier tome de la trilogie, si j'ai bien compris, où on pourra être amené à affronter le Balrog. Je sais pas exactement ce que ça va donner, mais en tout cas, les miniatures vont être plutôt classe, ça a l'air d'être une grosse boîte bien velue, ça nous vient de D20 Culture, primo-éditeur à minima en tout cas sur Kickstarter, peut-être pas primo-éditeur en réalité, est-ce qu'ils avaient déjà produit des jeux avant? Non, c'est leur premier jeu. Donc ouais, à suivre, je sais qu'il y a beaucoup de gros fans de Seigneur des Anneaux, j'en fais partie, je suis pas un énorme fan, mais j'aime beaucoup ça. Donc à suivre, même si c'est pas un type de jeu qui me correspond en tant que joueur, hein, les jeux de coopération en donjon, etc., c'est pas forcément ma cam, on va dire, mais quand même avec une telle licence, forcément, ça attire le regard. Ensuite, on aura aussi potentiellement, parce que c'est pas sûr, Behemoth Rise of Shadow, qui théoriquement devrait voir le jour fin 2026 sur GameFound, potentiellement début 2027, ils sont pas encore totalement fixés, donc je le mets quand même ici. 4520 followers sur la page de pré-campagne sur GameFound. C'est un jeu que je surveille depuis 3 ans, je crois, pour cette même émission chaque année. Et pour l'instant, il n'a pas encore vu le jour. Mais bon, pour autant, il a l'air assez intéressant. Je rentre pas dans les détails de ce qui le rend intéressant, mais si vous y intéressez, allez checker la page sur GameFound, ou même sur BG, il a déjà une page également. Mais un jeu qui a l'air d'être assez intéressant, une sorte d'univers un petit peu futuriste, enfin rétro-futuriste quasiment, on pourrait dire. Ça va être assez intéressant. Ensuite, on aura aussi Almighty, un jeu dans lequel vous allez incarner un dieu, et lequel d'entre vous sera le meilleur dieu finalement à manipuler, punir, ou encore, comment dirais-je, récompenser les humains qui vous vénèrent. Voilà, ça a l'air d'être assez sympa en termes de thématique, et la DA est assez mignonne, assez marrante. Ensuite, on aura également Apex Carnivore, un jeu de deck building nerveux, très rapide, avec déjà pas mal de followers sur la page de pré-campagne pour un éditeur qui pourtant n'a pas beaucoup de background, on va dire, hein, on les connaît pas très bien, c'est One Stone Studios, mais un petit deck building en 25-30 minutes avec des animaux. Où on va enchaîner des cartes pour faire des manipulations génétiques pour rendre notre espèce de plus en plus puissante, lui octroyer de nouveaux traits particuliers, des nouvelles caractéristiques qui la rendront plus amène de survivre à travers les âges. Ça peut être assez intéressant. Je suis pas un grand fan de deck building de manière générale, mais bon, à checker malgré tout ce petit Apex Carnivore. Ensuite, on aura aussi, et celui-ci, je fais bien de vous le mentionner, il aurait très bien pu être dans mon top 10, Cadvel, primo-éditeur, là encore, FU Dice, qui nous vient de Pologne, tout peint à main aquarelle, c'est très joli,
Reste que c'est un jeu avec de l'exploration, avec des hex, des hexagones que l'on va bien explorer, avec du développement de personnages. Le jeu a fait l'œuvre d'un travail sur de nombreuses années apparemment, par un sorte de projet passion, par un ou une auteur, je sais plus, qui vraiment a mis de sa personne. Le jeu est très très beau, et il semble tenir ses promesses en termes de gameplay. Les retours que j'ai pu en lire de ci de là pour l'instant semblent très très positifs. C'est pour des parties relativement longues quand même, on parle de 1h30 à 2h30 pour 2 à 6 joueurs, mais le jeu semble vraiment intéressant sur le papier. Ouais, c'est Lucas, donc c'est un monsieur. Mais ouais, le jeu a l'air d'être vraiment intéressant. Donc ouais, je garderai un œil attentif, même si a priori c'est pas pour moi, malgré tout, et que c'est trop long. Mais quand même, 4 vers, je surveille avec intérêt. Ensuite, on enchaîne avec Claustrophobia 1692. Donc la nouvelle mouture, la nouvelle édition, on va dire, de Claustrophobia, après 1643, à l'époque c'était chez Monolith, cette fois-ci 1692, est publié par Devir, donc l'éditeur espagnol, qui nous propose une aventure, on va dire, environ 50 ans plus tard. C'est toujours un dungeon crawl, c'est toujours en coopératif... Non, compétitif cette fois-ci, compétitif, excuse-moi. Je me souviens pas si le jeu d'origine c'était aussi compétitif ou pas. J'ai oublié, j'ai jamais joué à vrai dire, donc je peux pas vous dire, mais asymétrique, avec de la miniature, bien sûr, avec des personnages asymétriques. Ça peut être sympa, c'est pas ma cam encore une fois, hein, le dungeon crawl, mais celui-ci avait plutôt bonne presse, 8.0 pour un jeu de 2019, qui donc reverra le jour. On imagine qu'il sera un petit peu, comment dirais-je, revu et corrigé certainement, toujours avec Croc à la, comment dirais-je, à la conception. Donc ouais, à suivre avec attention. Ensuite, pour tous les amateurs de football et de football manager notamment, on aura Club Manager qui arrivera sur Kickstarter cette année avec un peu moins de 1000 abonnés pour l'instant. C'est le nouveau projet de Colin Webster qui fait toujours des jeux de foot. Et avant ça, il avait notamment pondu un jeu qui avait très bien marché, c'était Counter Attack. Alors très bien marché, pas parce qu'il s'était beaucoup vendu, mais parce que les retours sont plutôt très très bons en général pour tous les amateurs de football. En réalité, c'était un jeu qui était quand même plutôt bien noté. Et donc là, ce sera le pendant manager de la facette football, donc de cet éditeur qui s'est donné pour mission de faire que des jeux de foot, on va dire. Mais par contre, en généralement, pas très très jolis. Ils sont vraiment pas très très beaux ces jeux. Mais s'ils sont bons, après tout, pourquoi pas. Ensuite, on aura également New Vitrom de par Pif Games, éditeur espagnol je crois, qui nous proposera encore une fois un jeu de deck building asymétrique et hautement tactique pour 1 à 4 joueurs avec une très belle DA. C'est en partie ça qui m'a attiré, parce que vous le savez, je l'ai déjà dit encore aujourd'hui d'ailleurs, le deck building c'est pas mon truc. Ça peut me plaire si c'est une facette du gameplay au sein de différents autres mécanismes, mais quand c'est le seul mécanisme, le principal mécanisme d'un jeu, généralement c'est un truc qui m'attire moyennement. C'est aussi pour ça qu'il fait pas partie du top 10 du tout, mais je sais qu'il y a beaucoup de fans de deck building, et en plus de ça, il est très joli, donc malgré tout, je trouve que Numitrom méritait d'être mentionné. Ensuite, on aura aussi Panopticon, lui aussi il n'était pas très très loin du top 10 en réalité, parce que Panopticon, forcément, moi qui est amateur de dystopie, c'est une thématique qui me parle. Si mes souvenirs sont bons, c'était Bentham derrière, non Si mes souvenirs sont bons. Mais bref, 60-90 minutes en coopératif. On va essayer de s'échapper du Panopticon en réalité en manipulant les différents prisonniers, en échangeant des mégots de clopes sur les choses là. Enfin, ça va être assez perché, d'être assez respectueux de l'univers d'origine, enfin de l'œuvre d'origine. Et de ce point de vue-là, c'est assez intéressant. Je suis pas hyper convaincu pour l'instant du peu que l'on peut voir de la DA, mais le matos a l'air d'être relativement efficace. Et le gameplay peut être assez intéressant. Si c'est bien fait, vraiment, si ça respecte l'œuvre d'origine, il y a moyen que ce soit très intéressant malgré tout ce petit Panopticon qui nous vient, je crois, d'un primo-éditeur. Je crois. Non, pas du tout. Ça nous vient de Pick and Roll Games Lab. Qu'est-ce qu'ils avaient pondu jusqu'à maintenant? 1906 San Francisco, Valley Hoopers, 1923 Cotton Club. Connais pas du tout, mais pour le coup, celui-ci m'intéresse un petit peu. Vous me direz ce que vous en pensez, vous, de Panopticon. Ensuite, il y a aussi Cyclone Valley, second projet de Cyclone Studio sur Kickstarter. Un jeu de gestion de ressources qui se couple également d'une light novel, c'est ça?
d'un roman ou d'un light novel, je sais pas. C'était un roman, je sais plus. Bref, il a un roman avec un vrai gros lore derrière, un petit peu post-apocalyptique, on va dire. Un jeu de gestion de ressources qui est plutôt joli, encore une fois. Assez facile à sortir, on parle de 1 heure à 2 heures la partie, avec un petit peu d'asymétrie potentielle. Le matos a l'air d'être plutôt classe, avec des standees en acrylique, des gros jetons bien épais. Ça peut être assez sympa. Donc ouais, à suivre ce petit Cyclone Valley, qui sera, je crois, le second jeu, après, ouais, après Cosmic Chains, qu'ils avaient déjà pondu sur Kickstarter à l'époque, second jeu de Cyclone Studio, donc ouais, voilà, à suivre. Ensuite, Travail, voilà, Travail par Artefact Games, et je le mets avant tout dans ces mentions d'honneur, pas parce qu'il m'attire, parce que vraiment, c'est un jeu de... Non, c'est un jeu qui m'attire pas outre mesure en vrai. Il est pas vilain, hein, visuellement, il présente plutôt bien. C'est encore une fois un jeu de deck building, machin, avec, avec des pouvoirs dans tous les sens, pour 1 à 2 joueurs. Mais je trouve ça extrêmement fun d'avoir un jeu intitulé Travail et qui est l'œuvre de Adam Smith. Je sais pas si vous aurez la ref, mais moi je trouve ça assez fun. Ensuite, projet français, on aura Elements qui pour l'instant a très très peu d'abonnés, il n'a pas encore fait beaucoup parler de lui pour l'instant, hein, 105 abonnés, premier jeu de Flame Games, et je sais que je vais le tester dans quelques jours avec un des auteurs en digital, et potentiellement après il nous enverra aussi une version physique du proto pour qu'on puisse le couvrir, mais en tout cas le jeu est visuellement très joli, en tout cas de ce que l'on peut déjà en voir. Pour 1 à 5 joueurs, c'est encore du deck building. Donc vous savez qu'a priori, je serai pas facile à convaincre vis-à-vis de ce jeu, parce que le deck building, c'est pas trop ma came en général, mais je demande toujours à être surpris, il n'y a pas de souci, je serai ouvert dès lors qu'il sera venu l'heure de tester le jeu. Mais ouais, à suivre, projet francophone, français, donc forcément, je suis intéressé sur le papier. Et il y a déjà une page de BGG également pour ceux qui voudront en apprendre un petit peu plus potentiellement. Ensuite, on a aussi Cola Wars en 1985, c'est un peu rétro là pour le coup, où on va donc incarner différentes compagnies qui cherchent à prendre, comment dirais-je, la domination ultime sur le marché des sodas, on va dire. À l'époque où vraiment ça se lançait, ça se démocratisait à toute berzingue. Bon, c'est pas forcément les boissons les plus saines qui existent, mais vous chercherez à les vendre malgré tout, autant que faire se peut, avec un petit peu d'asymétrie par-ci par-là, avec pas mal de petits mécanismes assez intéressants qui semblent bien imbriqués. Ça peut être assez intéressant, d'autant plus que la DA est plutôt pas vilaine. Et puis surtout, je le mentionne aussi parce que Cola Wars, c'est le nouveau projet de One More Turn Games, et juste avant ça, ils avaient fait un seul jeu, Ascendancy, un jeu en 4X avec un matos qui déborde de partout, et juste après, il propose un jeu beaucoup plus conventionnel comme Cola Wars, donc assez intriguant pour le coup, ce petit Cola Wars. Ensuite, on aura aussi le nouveau projet de Mighty Boards, For the Gods, qui nous propose cette fois-ci un projet plutôt de jeu, allez, on va dire, un peu abstrait malgré tout, même s'il y a une vraie présence, comment dirais-je, de thème derrière, avec les dieux grecs, mais ça a l'air d'être un jeu relativement abstrait, et en même temps, quoi de plus naturel quand on sait que derrière c'est David Thompson, Trevor Benjamin et Brett Gilbert, autrement dit, les créateurs derrière des jeux comme Undaunted, donc en français Inflexible, donc la série des Inflexibles, mais également War Chest, à savoir donc Champ d'honneur en français. Donc des experts du jeu abstrait stratégique qui nous proposent un nouveau jeu, cette fois-ci avec quand même un échantillon, un embryon, plutôt qu'un échantillon, un embryon de thème avec les dieux grecs. Ça va être assez intéressant, et puis bien sûr que tout ce qui touche à la divinité propose bien sûr d'utiliser des pouvoirs divins qui peuvent potentiellement changer drastiquement le cours d'une partie. C'est assez intéressant malgré tout à suivre, d'autant plus que Mighty Boards nous a habitués à proposer des jeux assez intéressants. Très récemment, Rebirth a fait son trou et a vraiment fait parler de lui pour les meilleurs jeux de 2025. Avant ça aussi Art Society, Fate Forge, Hamlet. Il y a beaucoup de jeux très très bien notés par Mighty Boards, donc un éditeur sur lequel il faut compter. Et puis ensuite, dernière mention honorable, avant de passer aux futures extensions qui sont enfin une deuxième facette des mentions honorables, il y a aussi Gods and Mortals qui sera le nouveau projet de Wolf Designer.
C'est pas forcément un jeu que j'attends énormément pour ma part, un jeu qui va mêler différents mécanismes tels que le contrôle de territoire avec beaucoup d'interactions entre les joueurs, et une DA plutôt charmante, il y a déjà 3000 abonnés à la page de pré-campagne, mais je le mentionne aussi parce que Valve Designa, ça va faire plaisir à notre célèbre commentateur Anto, mais c'est l'éditeur derrière Trickshot, le jeu de hockey sur glace, ou aussi, pour ceux qui ne seront pas fans de hockey sur glace, de Guards of Atlantis 2, donc quand même un éditeur qui, malgré tout, avec assez peu de jeux, a su se faire une réputation assez intéressante malgré tout. Voilà pour les mentions honorables. Ensuite, on peut passer aux mentions honorables second volet, à savoir les extensions uniquement. Donc attention, il y a parfois dans les extensions des extensions qui auraient pu en fait figurer dans mon top 10, mais je considère que comme ce ne sont que des extensions, elles n'y figurent pas. Je les exclus du top 10 naturellement, même si elles peuvent être très intéressantes. Donc on aura l'extension Résurgence de Voidfall. Donc Voidfall, bien sûr, un jeu qui a raflé de nombreux prix, qui a su s'attirer les louanges de bien des joueurs. Un jeu que j'aimerais beaucoup tester avec Xavier, Xavier l'adore, je sais qu'il y a déjà joué 2-3 fois et qu'il est vraiment fan, même si il est très frustré de ne pas pouvoir le sortir plus souvent. J'aurais beaucoup de plaisir à le tester avec lui, aucun souci là-dessus, même si ça a l'air d'être une sacrée charge mentale à appréhender comme jeu, mais pour tous les fans, il y aura donc cette extension Résurgence qui arrivera. Ensuite, on aura aussi Endless Winter qui reviendra avec une extension qui a été annoncée en mai 2025, donc il y a déjà quelques mois. On n'a pas encore beaucoup d'informations sur lui, mais bon, c'est un jeu qui bénéficie quand même d'une assez bonne presse, il est quand même assez bien évalué de manière générale, et quand même 326 dans le classement général de BGG, ce qui est pas rien non plus, et donc a priori cette année il aura le droit à une extension. On aura aussi une extension pour Agemonia, donc l'éditeur Lotapalite, les Finlandais de Lotapalite, qui avait proposé ce qui est probablement l'un des jeux les mieux notés de sa gamme, de cette catégorie en réalité. Agemonia, c'est un jeu qui était un petit peu sorti de nulle part. À l'époque, il avait fait un bon résultat, mais non pas forcément qui a marqué les annales de Kickstarter, mais il avait fait un bon résultat, mais pour autant, on n'attendait pas que ce serait aussi bon. On parle ici d'un jeu coopératif, d'aventure en campagne, avec un univers très large, avec beaucoup d'embranchements scénaristiques potentiels, etc. Un jeu assez riche, assez généreux, mais dans lequel il faut s'investir, il faut passer beaucoup de temps pour vraiment en profiter. Mais il avait reçu vraiment une note extraordinaire, 8.9 sur BGG, avec quand même 1300 évaluations, donc c'est quand même pas rien du tout, et vraiment des retours très dithyrambiques de manière assez unanime. Et donc il revient pour une extension sur GameFound dans les mois à venir, et même 2 extensions en réalité, puisqu'on aura Witches of Durgain et The Breach, donc 2 extensions pour aller offrir encore plus de contenu à l'univers de Agemonia. Donc pour tous les amateurs de jeux Dungeon Crawler, je sais pas si c'est un Dungeon Crawler, mais un jeu d'aventure en campagne sur le long cours, ça peut être une opportunité vraiment de découvrir un truc vraiment très cool apparemment. Ensuite, on aura aussi Sweetlands, il n'y a pas encore de page de pré-campagne, mais il y aura bien une campagne pour 2 extensions dans le courant de l'année 2026. Donc c'est un jeu qui a beaucoup plu lors de sa sortie chez Pixie, et je suis pas peu fier d'y avoir contribué parce que je fais partie donc de l'équipe qui lui a trouvé des licences en espagnol, en chinois, en russe, etc., en français. Donc merci aussi à Pixie pour cette édition française, et je suis très content de voir que les retours sont généralement très positifs, alors que moi-même c'est pas du tout mon jeu préféré de chez Uchiba Koya, mais je suis pas étonné pour autant qu'ils connaissent un si beau succès, parce que c'est un excellent jeu mine de rien, avec une DA très particulière, et donc les extensions sont bien sûr très attendues. Ensuite, on aura aussi, extension encore une fois, pour Slay the Spire avec Downfall. Slay the Spire avait déjà fait une très belle campagne pour le jeu de base, et donc bien sûr qu'il y a déjà 25 000 abonnés sur la page de campagne de Downfall, l'extension qui arrive dans quelques temps.
Est-ce qu'il était bien noté d'ailleurs, Slay the Spire, je pense, oui. 8.7, ouais, très très bien noté aussi. Avec déjà 10 000 évaluations, donc ouais, c'est quand même pas à prendre. Enfin, c'est à prendre avec des pincettes, si, comme toujours, mais ça veut pas rien dire quand même. Hein. 10 000 évaluations, 8.7 de moyenne, c'est quand même quelque chose. Ensuite, et pour ma part, ça aurait pu faire partie de mon top 10 parce que je l'attends beaucoup, extension plus réimpression de Jisogi. Vous le savez que c'est un de mes 4-5 jeux découvertes de 2025. Je suis vraiment conquis par Jisogi. La DA est magnifique et très très dans le ton. Hein, ce jeu qui vous propose de monter votre studio d'animation japonaise avec placement d'ouvriers, gestion de ressources, extrêmement thématique, très très joli, très très fun, relativement court, très facile à sortir, avec une économie de ressources extrêmement tendue. Vraiment un très 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 bon jeu, donc j'attends avec impatience de voir l'extension. Il n'est pas impossible qu'on le couvre sur la chaîne. Ensuite, on aura aussi l'extension de The Old King's Crown qui est arrivée très récemment dans les mains des backers. On n'a pas encore eu l'occasion d'y jouer avec Xavier ou avec d'autres amis, parce qu'à 2 joueurs c'est pas forcément la configuration idéale. Mais donc Old King's Crown revient avec une extension intitulée Songs of Home, qui nous promettra 2 nouvelles factions, si mes souvenirs sont bons. Bien sûr, ce sera aussi l'occasion de remettre la main sur le jeu de base pour ceux qui l'auraient raté. Mais donc ouais, moi j'avais la version all-in du jeu de base, avec les pièces en métal, avec l'insert Laserox en bois et tout, enfin hyper classos. Et donc on aura 2 nouvelles factions qui seront proposées. J'imagine encore plus de nouveautés aussi, peut-être. On aura aussi The Wandering et The Harvesting, donc les 2 nouvelles factions. Et puis on aura de nouvelles cartes de Kingdom, etc. etc. Donc ouais, j'attends quand même ça avec impatience, même si en vrai je pense pas la prendre, parce que je sais pertinemment que The Old King's Crown, c'est pas un jeu qui va sortir très souvent chez nous, et je pense que ça sera beaucoup plus raisonnable de se contenter du jeu de base, d'autant plus que pour vraiment, comment dirais-je, entrevoir tout le plein potentiel du jeu, même du jeu de base, il faudra le sortir, je pense, 5, 6, 7 fois, commencer à vraiment comprendre les différentes factions, comment elles peuvent marcher, dans quelle situation, etc. Et on ne le sortira pas 5 ou 6 fois en un an, très clairement, c'est pas ce type de jeu-là, en tout cas pas chez nous. Donc je prendrai pas l'extension, ce ne serait pas raisonnable, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il y a déjà 35 000 personnes, à peu près, sur la page de pré-campagne pour The Old King's Crown et son extension. On aura aussi l'extension Shadows of Authority pour Hegemony, jeu que j'adore, qui fait partie de mon top 10, je crois, si mes souvenirs sont bons, dans la série de 5 vidéos de top 50 qu'on a fait avec Xavier ces derniers mois. Il me semble qu'il était dans mon top 10. Et pourtant j'ai joué que 3 fois je crois, mais ouais, Hegemony c'est un super jeu, c'est juste qu'il est très très long et donc difficile à sortir, mais Hegemony c'est génial, cette simulation de lutte des classes on va dire, de lutte politique, c'est vraiment super intéressant, et du coup je serais très très curieux de voir ce qu'ils vont proposer avec cette nouvelle extension Shadows of Authority, un jeu qui s'est déjà hissé très très haut dans le classement de BGG, parce qu'il est actuellement 41ème. Donc vraiment, avec une thématique aussi particulière, un gameplay aussi long, réussir à monter aussi haut dans le classement BGG, c'est pas rien, et selon moi, c'est un jeu qui le mérite, donc j'ai très très hâte de voir ce que l'extension a proposé, même si a priori, c'est pas un jeu que je backerai, parce que Xavier l'a, et que on sait déjà qu'il voit le jour une fois par an, peut-être 2, et on est content, donc je vais pas le backer, mais ça reste malgré tout un jeu que j'aime profondément. On aura aussi l'extension de Inferno, 1348, dans 48 jours, donc ce sera en début mars je pense, pour un 4 joueurs toujours, hein, donc l'extension de Inferno, que Xavier aime beaucoup, qui est très jolie, qui m'a un peu laissé sur ma faim, j'ai pas trouvé ça mauvais du tout, mais j'ai pas trouvé ça extraordinaire non plus pour être tout à fait honnête, mais ouais, il aura droit donc à une extension Inferno 1348, avec cette fois-ci la peste qui envahit les rues de Florence. Ensuite on aura aussi l'extension Project Verne pour Pampero, donc le jeu de... comment s'appelait-il déjà? J'ai oublié, c'était pas Julian... Oui, c'est ça, Julian Pombo, avec l'artwork de Yann O'Toole, donc forcément dès qu'on voit de l'artwork de Yann O'Toole sur un jeu un peu expert, on pense tout de suite à du Lacerda, et je pense que c'est voulu, même le format de la boîte laisse penser à du Lacerda, donc je pense qu'il y a quelque chose derrière quand même. Voilà donc pour ce qui est des extensions qui arriveront dans cette année 2026, et c'est tout pour les mentions honorables. Et mentions honorables, on en est déjà mine de rien à 38 minutes d'enregistrement. Donc il est temps maintenant qu'on s'attelle
au top 10 des jeux que j'attends le plus sur Kickstarter, GameFound et compagnie. C'est parti. Difficile de ne pas le classer dans le top 10, bien évidemment. Ibris, Twilight in Olympus, initialement prévu pour 2025 et qui fera finalement son arrivée sur GameFound en 2026. Donc le nouvel épisode dans la gamme de Ibris par Aurora Game Studio. Pour rappel, Ibris avait déjà quand même su trouver son public. Il avait fait déjà un beau résultat à l'époque sur Kickstarter, un jeu très chevelu, très massif, mine de rien, avec beaucoup de mécanismes qui sont imbriqués les uns avec l'autre pour faire un jeu assez orienté expert, très clairement. D'ailleurs, je crois que Ibris avait plutôt une belle cote d'amour également. On va aller regarder ça tout de suite. Ouais, voilà, 8.4 sur BGG. Bon, 650 évaluations, c'est pas forcément énormissime, mais quand même, c'est pas rien. Donc un jeu plutôt très bien évalué en général, avec degré de complexité à 4.22. Donc ouais, c'est un jeu vraiment résolument expert. Et donc, on peut légitimement imaginer qu'il en sera de même pour Twilight in Olympus, même si il semble s'orienter vers des mécanismes radicalement différents. On reste dans l'univers de Ibris, certes, mais apparemment quand même pas mal de différences. La première notable étant que c'est pour 2 ou 3 joueurs, apparemment pas de solo, et pas de 4 joueurs, ce qui est assez rare. C'est assez osé d'ailleurs comme configuration, 2-3, c'est assez rare. Mais donc ouais, assez intéressant. Forcément que je suis intéressé, mais en même temps, Ibris n'est sorti qu'une seule fois chez nous. On y a joué à 2 et on s'est dit que c'était pas forcément le plus intéressant. C'était très bien, c'était très bien, mais à 2, il y a toute une facette du gameplay qui me semble perdre un tout petit peu de son intérêt, donc on attend de pouvoir y rejouer à 3 dans quelques temps. Mais il y a tellement de jeux qu'on attend de jouer à 2-3, enfin à 3-4, pardon, à 3-4 plutôt qu'à 2, qu'il n'est pas forcément dans le top des priorités, mais la seule fois qu'on avait pu y jouer, on avait beaucoup apprécié ça. Là, on part sur un truc assez différent, mais comme je sais que Ibris, premier du nom, n'est pas beaucoup sorti et ne sortira vraisemblablement pas plus de une fois ou 2 fois par année, encore une fois, je pense que je ne vais pas backer Twilight in Olympus, mais ceci dit, ça reste très intéressant. Projet français, résolument expert, très très belle DA. On sait que Ibris, premier nom, était très très bon, donc il y a de fortes chances que Twilight in Olympus soit aussi très très bon. Pas forcément aussi bon, pas forcément meilleur, mais bon. Et on sait qu'il y aura aussi beaucoup d'asymétrie, parce qu'on sait qu'il y aura 3 peuples que l'on pourra incarner, les Achaeans, les Troyans et les Mystics, et qui auront chacun un gameplay radicalement différent, donc ça aussi ça peut être très intéressant. Et puis j'aime toujours aussi que des jeux, même si très différents en termes de mécanismes, gardent une sorte de trame scénaristique, de fil rouge, assez intéressant, qui me plonge un peu plus dans l'immersion de ce que semble proposer le jeu. Donc ça me plaît bien, le fait que ce soit parmi ici 200 ans après les événements de Ibris Disordered Cosmos. Ouais, je trouve ça très intéressant, donc même si je ne serais probablement pas backer de celui-ci, il m'intéresse malgré tout beaucoup, ne serait-ce que pour voir jusqu'où il peut aller, combien de backers il va réussir à attirer, est-ce qu'il va réussir à s'attirer des commentaires encore plus dithyrambiques que le premier, etc. etc. Donc voilà pour Ibris, Twilight in Olympus. Vous en entendrez certainement beaucoup parler lors de la sortie de la campagne, même si nous, a priori, on n'aura pas de prototype. Mais ouais, à suivre de près. Ensuite, en 9ème position, on a Hairband. Et celui-ci, je crois que je l'avais déjà mentionné lors de l'émission de l'année dernière, mais finalement il a été repoussé à 2026, mais cette fois-ci c'est acté, il sortira très bientôt dans le premier trimestre de 2026, Hairband, dans lequel on va créer son groupe de glam rock, donc on replonge pardon, dans les années 1980, avec tous ces groupes de glam rock aux cheveux longs et au maquillage un peu outrancier. Je trouve ça très très fun, il y a des potards un peu partout, un petit peu comme dans Fest Season, une de nos plus belles découvertes de 2025 à Xavier et moi-même, dont on reparlera très prochainement sur la chaîne. Et donc ouais, on va monter son groupe avec différents types de membres qui auront bien sûr leurs propres petites spécificités par-ci par-là. On aura différents types d'actions, telles que enregistrer, faire des concerts, des répétitions. On pourra aussi sortir le soir, et ce sera pas forcément très catholique comme vous pouvez l'imaginer, parce que bon, hein, qu'est-ce qui va avec rock and roll, hein, généralement les deux autres termes, tout le monde les a en tête dès qu'on parle de rock and roll. Donc ouais, un jeu que j'attends, parce que mine de rien, la thématique
et l'univers un peu déjanté me parle pas mal. Pardon, j'ai un peu pas mal à la gorge en ce moment. Et puis au-delà de ça, c'est un gameplay qui va être relativement abordable. On parle de 60 minutes de la partie, 2 à 4 joueurs. Donc un jeu très très facile à sortir en théorie, je pense. Donc il y a pas mal de choses qui me laissent à penser qu'il serait potentiellement un jeu qui me plaît pas mal. Donc ouais, j'ai très hâte de voir ce qu'il peut proposer vraiment une fois la campagne lancée. On parle de engine building, de placement de dés, de gestion de ressources, qui sont généralement des mécanismes que j'apprécie pas mal. Donc ouais, j'ai hâte de voir un peu plus ce que propose Hairband, qui pour l'instant a déjà plus de 2000 abonnés à la page de pré-campagne, pour un éditeur qui pourtant n'a pas vraiment beaucoup de background. Ils avaient précédemment sorti Five Wars, jamais entendu parler, Joystick Heroes, oui, mais qui n'avait pas fait une campagne énormissime non plus. Et là, celui-ci, je pense qu'il y a moyen qu'ils fassent leur meilleure campagne à ce jour. Mais ouais, je trouve que Hairband a l'air d'être assez sympa. Je pense pas que ce soit un jeu pour tout le monde. Ne serait-ce que thématiquement, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais moi, ça me parle pas mal. Et du coup, ouais, j'ai hâte de voir ce qu'ils proposent. On enchaîne en 8ème place avec Artica, encore un projet français. Serais-je orienté, un peu biaisé par ma nationalité? Peut-être, mais j'assume. Artica, le nouveau projet de This Way. Donc This Way, vous le reconnaîtrez certainement assez rapidement. Le nom de l'éditeur est assez particulier, mais c'est l'équipe qui était derrière Ice, ou plus récemment aussi Founders, mais ils sont quand même principalement connus pour Ice, ce jeu c'est particulier avec 4 niveaux de plateaux différents, où on va creuser la glace pour aller découvrir différents types d'artefacts d'anciennes civilisations, etc. Et donc ils nous reviennent avec, cette fois-ci, Artica, qui sera sur GameFound. Il y a déjà 7000 abonnés à la page de pré-campagne. On parle ici d'un jeu de gestion de main et de engine building. On va construire son moteur. C'est pour 1-4 joueurs, 75 minutes la partie. Et on aura aussi, comme vous le voyez un peu partout, hein, on l'a vu ici, voilà, on l'a vu aussi là au-dessus du logo, mais c'est un jeu où il y aura aussi donc des engrenages et qui vont avoir leur importance un petit peu à l'image d'un jeu comme Tolkien par exemple, où ces engrenages, lorsqu'ils vont se mouvoir, vont aussi déplacer des jetons qui se trouvent dessus, et au moment du retrait, bien sûr, s'appliquera une action en particulier, on va dire, le tout avec pas mal de petites cartes comment dirais-je, de biomes, donc d'espèces animales de l'Arctique, on va dire, et qui sont généralement très très jolies. Les cartes sont très très belles, et je trouve que le jeu de manière générale est très très beau, et c'était déjà de toute façon le cas pour Ice, hein. Ice était déjà très très beau aussi, mais ouais, jeu de engine building, j'aime beaucoup ça, c'est un colonne building, on nous dit même, avec donc gestion de cartes, ça aussi j'aime beaucoup, le côté engrenage et tout ce que ça peut imbriquer, enfin ce que ça peut, comment dirais-je, sous-entendre en termes de complexité, de gestion du timing, etc., ça me plaît beaucoup aussi, et puis il y aura aussi des petits events qui vont venir se déclencher en cours de partie, qui vont potentiellement impacter grandement le déroulé de la partie, donc ça aussi assez intéressant. Donc ouais, Artica, autant Ice m'avait pas convaincu et j'avais jamais backé pour le coup, donc j'ai jamais testé, mais j'étais pas convaincu par la proposition. Autant Artica, sur le papier, semble vraiment très très cool. Donc ouais, je le suis avec intérêt, c'est pour ça qu'il est en 8ème position dans mon top 10. 7ème position, et malheureusement ils n'ont pas encore de page BGG et pas encore de page de pré-campagne, donc je ne peux vous montrer que l'annonce officielle de Uchiba Koya, effectuée en novembre dernier, l'annonce de leur prochain projet, à savoir donc Rosalie, avec la même direction artistique que Sweetlands, avec le même créateur, hein, c'est toujours Totsukachuo, donc l'auteur de Sweetlands, de Aqua Garden, de Ostia notamment. Et donc on a ici déjà quelques éléments visuels, c'est toujours aussi joli, hein. Vous allez cette fois construire, développer, entretenir des roseraies avec des petits robots dotés d'intelligence artificielle. Donc la thématique est assez particulière, la DA est toujours aussi particulière mais charmante, très jolie, et pour autant ça reste un jeu résolument, comment dirais-je, expert. C'est quasiment tous les jeux maintenant de cette auteur Totsukachuo et de Uchiba Koya sont plutôt orientés experts, et ce sera le cas à nouveau pour celui-ci. Donc ouais, j'ai hâte de voir ce que nous proposera. Je suis complètement sorti du truc. Voilà, c'est ça.
Donc j'ai très hâte de voir ce que me proposeront Uchiba Koya avec ce nouveau jeu qui est Rosalie. Je sais pas si on aura des protos pour celui-ci, parce que même si je représente Uchiba Koya pour l'agence pour laquelle je travaille, j'ai un petit peu de mal à interagir avec le patron de Uchiba Koya. Humainement, il n'a pas forcément beaucoup d'atomes crochus, voilà, mais j'apprécie beaucoup son travail, donc je sais pas si on aura un proto, j'espère que oui malgré tout, mais ouais, à surveiller avec beaucoup d'attention. S'il est aussi bon que Sweetlands, Ostia, etc., il y a moyen d'avoir encore une fois un banger, comme disent les jeunes. En sixième position, Galileo's Truth. Lui aussi, je pensais qu'il serait sur GameFound plutôt lors du dernier trimestre 2025. Et bah non, ce sera plutôt pour 2026, le nouveau jeu de Thundergriff Games, qui bah, en fait suit directement Darwin's Journey, leur précédent jeu de gamme expert, et qui avait remporté quand même pas mal de top, et qui est déjà dans le top 100 de BGG également. Il avait remporté le Diamant d'Or en 2024 notamment, il avait remporté... Non, il avait été nominé, pardon, à l'As d'Or de Cannes en 2024 dans la catégorie expert aussi, même s'il ne l'a pas gagné. Et donc, cette même équipe qui nous revient avec, je crois, le même illustrateur, Paolo Voto, et peut-être même les mêmes créateurs, pour Galileo's Truth. Alors, c'est une thématique qui me parle bien, c'est aussi d'ailleurs pour ça que je m'étais porté acquéreur de Galileo Galilei. Ouf, j'ai du mal à parler. La voix commence à se barrer en vrille. Vous connaissez, vous savez, si vous suivez la chaîne, que ça m'arrive une fois par trimestre. Donc oui, Galileo Galilei. Et donc on reste dans une thématique assez similaire avec celui-ci. Donc forcément, ça me parle beaucoup, d'autant plus qu'il s'agit d'un jeu avec du placement d'ouvriers, avec du deck building certes, mais c'est pas le seul mécanisme, c'est pas au centre du gameplay, mais il y en a. Donc oui, placement d'ouvriers, deck building, gestion de ressources, le tout pour 1-4 joueurs, environ 2 heures de la partie, il y a beaucoup de choses qui me plaisent. Donc ouais, celui-ci, je l'attends avec beaucoup d'intérêt. J'avoue que autant Darwin, même si j'avais hésité à plusieurs reprises à franchir le pas de le prendre parce qu'il avait de très bons retours, la thématique de celui-ci m'attire plus. Donc a priori, celui-là, il y a de fortes chances soit que je le back, soit que j'attende une sortie boutique et que je finisse par m'emporter à cœur malgré tout. Donc ouais, je surveillerai avec beaucoup d'attention ce petit Galileo's Truth actuellement, donc en sixième place de mon top 10 des jeux que j'attends pour 2026. Pas de page de pré-campagne pour l'instant pour Colosseum Avetitus, donc je ne peux vous montrer que la page BGG et il n'y a pas beaucoup de visuels à se mettre sous la dent. Hein. Pour l'instant, il n'y a que la boîte en elle-même. Vous savez, récemment, on a couvert avec Xavier la nouvelle version de Colosseum, The Grand Spectacle, si mes souvenirs sont bons, était le nouveau titre. Un jeu de Kramer et Lübke, sorti il y a quoi, 10-15 ans je crois. Et donc Fantasia Games avait fait une nouvelle version de ce jeu, un petit peu peaufiné, un petit peu amélioré on va dire. Et à la base, il était censé sortir en même temps que ce dernier, et pourtant il a été décalé. Ils avaient préféré lui, comment dirais-je, lui réserver un créneau à part pour vraiment bien différencier les deux jeux. Et donc Colosseum Avetitus aura droit à sa propre campagne de financement participatif et un peu plus de temps de développement du jeu également. Donc c'est pas forcément quelque chose de négatif, bien au contraire. Et donc ouais, comme il était déjà présent dans mon top 10 l'année dernière, il est à nouveau présent dans mon top 10 de cette année. Colosseum, on avait déjà beaucoup aimé, mais là, en plus de ça, c'est encore plus complexe, encore plus expert, et donc on aime. C'était, je crois, 2,8, un truc comme ça pour Colosseum, là c'est 3,8, donc entre 3,5 et 4, moi c'est vraiment ma zone idéale. Mais en vrai maintenant, entre 3 et 3,5, j'ai tendance pas forcément à préférer ça, mais à savoir que ça va sortir beaucoup plus souvent, et donc c'est vachement moins frustrant que les vrais gros jeux experts que j'aime peut-être plus, mais qui sortent beaucoup moins souvent. Mais donc ouais, Colosseum Avetitus, je le surveille avec beaucoup d'intérêt, parce que je sais qu'on en aura un prototype, parce qu'on a quasiment, jusqu'à maintenant en tout cas, toujours des prototypes de la part de Fantasia Games, et que le Colosseum premier du nom était déjà très très bon, mais en plus celui-ci sera plus complexe, sera juste un peu dans le même univers on va dire, même si cette fois sera utilisé, enfin pas utilisé, mais illustré par Yanotool et non plus par The Miko. J'ai tendance à préférer Yanotool, donc ça m'arrange en plus. Mais ouais, il y aura du placement d'ouvriers, il y aura du set collection, donc il y aura aussi quand même pas mal de mécanismes différents du jeu d'origine.
Et le placement d'ouvriers, vous le savez, si vous suivez la chaîne, c'est mon mécanisme préféré. Donc il y a encore plus d'attente de ma part envers Colosseum Avetitus qu'envers Colosseum, premier du nom, qu'on avait couvert sur la chaîne à l'époque et qu'on avait bien aimé en plus. Donc ouais, Colosseum Avetitus, 5e position de mon top. Alors oui, désolé, je sais que c'est pas agréable d'entendre quelqu'un qui suçote un petit bonbon pour la gorge en même temps qu'il parle, mais là vraiment ça commence à se barrer en vrille, donc je préfère. Désolé si vous entendez qu'il y a parfois des petits bruits de bouche désagréables, mais c'est pour maintenir ma gorge pendant les quelques minutes qui nous séparent de la fin de cette vidéo. Voilà. 4e position, Lingyo. Alors, suis-je, encore une fois, influencé, biaisé, parce que cette fois-ci, ce n'est pas un projet français certes, mais ça parle du Japon? Peut-être. En tant que résident de longue date du pays du soleil levant, tout ce qui touche au Japon m'intéresse toujours un petit peu plus, et c'est le cas ici de Lingyo, le nouveau projet de Paverson Games. Pour ceux qui connaîtraient pas, ou qui auraient seulement oublié, parce qu'on ne mémorise pas forcément toujours le nom des éditeurs, Paverson Games, c'est l'éditeur derrière Distilled, mais aussi, et surtout peut-être, c'est celui qui m'intéresse le plus des deux, derrière Luthier en français. Je crois qu'il est édité par Lucky Duck en français, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est bien ça, Lucky Duck. Et celui-là, j'ai très hâte de le tester. J'avais vraiment... je voulais le backer à l'époque sur KS, mais les frais de port pour le Japon étaient pétés, mais méchamment pétés. Hein. Du coup, je ne l'ai pas backé. Mais il était magnifique, il avait tout pour me plaire. Il était vraiment un peu trop cher, tout pris en compte. Donc, je ne l'avais pas backé. Et donc oui, nouveau projet de Paverson Games, c'est donc Lingyo. Lingyo qui sera donc un jeu de placement d'ouvriers en simultané avec la gestion de ressources et puis aussi différents types d'actions, parce qu'on sera certes dans un jeu qui littéralement signifie le travail de la forêt, en gros, hein, donc les bûcherons, etc. Mais on ne fera pas que ça, bien sûr, puisqu'on va pouvoir donc gérer les ressources, on va aussi pouvoir construire, je crois, des forts, en gros, on va incarner plutôt un daimyo qu'autre chose, un seigneur de guerre qu'autre chose, mais centré sur les forêts, en gros, la gestion des forêts, etc. Donc ça va être, comme souvent avec Paverson Games, un jeu assez, comment dirais-je, thématique, assez orienté expert, mais vraiment, comment dirais-je, imbriqué autour d'une thématique, et avec des actions qui font sens. Donc ouais, j'ai très hâte de voir ce que nous propose Lingyo. Tout à l'heure, je vais vous parler de quelques actions potentielles. On va parler d'ici de couper du bois pour ensuite pouvoir construire différents types de structures avec, de planter des arbres pour le futur. Ensuite, on va pouvoir établir des zones agricoles pour soutenir la population de la région. On va pouvoir construire des châteaux pour en bénéficier, enfin pour bénéficier de certains bonus, de faveurs du shogun, etc. Et puis, on va pouvoir aussi recruter des forces militaires pour soutenir les efforts du shogun dans la période de Edo, etc. Donc non, vraiment, il est très intéressant de ce point de vue-là. Et puis, visuellement, c'est Kwanchai Moriya au pinceau, donc un illustrateur qui lui aussi a un certain catalogue derrière lui, hein. C'est lui notamment qui était derrière la nouvelle version de Food Chain Magnate, ou encore Under Falling Skies, Dinosaur Island, Cryptid, Apiary, donc beaucoup de jeux avec toujours de très belles illustrations. Et donc ouais, un jeu à suivre de très près selon moi, d'où sa 4e position au classement. Et du coup maintenant on va entrer dans le top 3, je vous préviens tout de suite, c'est pas forcément les jeux les plus attendus par le grand public qui sont dans mon top 3. Et c'est pas forcément par volonté de se différencier, de se distinguer des autres, c'est juste qu'ils me semblent être les plus intrigants selon mes propres préférences, mes propres goûts, et puis peut-être un peu mon expérience de joueur aussi, mais il y a moyen que les 3 vous surprennent un petit peu, ouais, on verra bien. Alors je viens de vous dire que les 3 premiers allaient potentiellement vous surprendre, c'est peut-être même pour certains d'entre eux des choix quasiment de hipster, on va dire, hein, de néo-hipster du board game, mais ouais, en 3e position, on retrouve Hardevour, The Game of Resources, un jeu qui sera sur GameFound, d'un primo-éditeur, si mes souvenirs sont bons, à savoir #64, et oui, quoique, si, c'est pas encore sorti ça. Non, c'est pas encore sorti. 24/7, c'est pas encore sorti.
Mais donc oui, Hardevour, The Game of Resources, leur premier jeu, et pour l'instant il n'a entre guillemets que 1000 abonnés à la page de pré-campagne sur GameFound, mais pourquoi est-il si haut dans mon classement? Alors c'est un jeu asymétrique, avec de la gestion de ressources, c'est littéralement dans le titre, The Game of Resources, avec beaucoup de stratégie là-dedans, et puis aussi, pourquoi il est aussi haut? Parce que je ne sais pas exactement mettre le doigt sur les raisons exactes qui m'amènent à penser ça, mais il me fait penser à Hégémonie. Hégémonie à l'époque, c'était aussi un primo-éditeur, il avait aussi des aspects assez sobres, pas la boîte, hein, la boîte était bien illustrée, mais le matos, bien que très bien produit, il n'était pas flamboyant, vous voyez, et j'ai un petit peu cette même impression avec Hardevour, où ils font un matos vraiment quali, mais pas flamboyant, pas vraiment paillettes dans les yeux, vous voyez, mais ça a fait le job, et il a l'air d'être un jeu plutôt orienté expert, peut-être un peu plus facile à sortir quand même, on parle de 1h30, jusqu'à 2h30 à 4 joueurs potentiellement, donc c'est quand même pas facile à sortir, mais peut-être un peu plus quand même que Hégémonie en tout cas. Mais ouais, Premonitor sorti nulle part, truc très très sobre, beaucoup de gestion de ressources que j'aime beaucoup en général, avec de la symétrie. Je sais pas, il y a un truc moi qui me fait penser à Hégémonie. Je lui souhaite le même destin, parce que Hégémonie, je l'ai dit tout à l'heure, il est quand même maintenant 41ème sur le classement général BGG, malgré que ce soit un jeu très particulier dans sa longueur, dans sa complexité, dans sa thématique. C'est un petit peu ce que l'on trouve chez Hardevour, un jeu avec une thématique pas forcément hyper sexy, mais un peu expert, mais pas forcément aussi dur à prendre en main, avec une certaine sobriété. Moi, je sais pas, il me fait penser à Hégémonie, peut-être à tort, certainement à tort, vous me le direz en commentaire, mais moi, je sais pas, il m'attire pas mal, le fait de pouvoir potentiellement acquérir certains territoires et développer des opérations minières, ensuite pouvoir utiliser les ressources en question pour construire des infrastructures, faire des échanges commerciaux avec les autres joueurs, utiliser nos puissances asymétriques pour réussir à tirer son épingle du jeu. Je trouve ça super intéressant. Même si thématiquement, c'est pas hyper sexy, j'en conviens, même si visuellement, c'est pas aussi joli que Hégémonie, je sais pas, il y a un vrai truc qui m'attire là-dedans. Et encore une fois, j'arrive pas exactement à mettre le doigt dessus. Donc peut-être saurez-vous le faire mieux que moi, et du coup vous me le direz en commentaire, ou alors vous me direz pourquoi et à quel point je me trompe dans ce classement en mettant Hardevour aussi haut, mais moi je sais pas, il m'attire beaucoup, j'ai très très hâte de voir ce que la campagne va proposer. Il y a déjà beaucoup d'informations, en réalité si vous regardez bien la page de la campagne, il y a beaucoup d'informations déjà. Mais ouais, j'ai hâte d'en savoir plus, de voir peut-être une partie, ou à minima 2-3 reviews pour voir si elles vont dans ce que je semble entrevoir du jeu, ou alors pas du tout. On n'est pas à l'abri que dans 6 mois, quand la campagne arrive, je vous dise, bah en fait non, ça va pas l'air terrible du tout. Mais sur le papier, sur ce que ça semble proposer pour l'instant en termes d'informations, le jeu a l'air d'être vraiment très très cool. Donc j'ai hâte de voir la campagne débarquer, et de voir si les gens confirment ou infirment le pressentiment positif que j'ai à l'égard de Hardevour, The Game of Resources, donc premier jeu de hashtag 64. C'est quoi, c'est italien, Gabriele Ariolite C'est hispanophone ou c'est italophone? Je ne sais pas exactement, mais bon, quoi qu'il en soit, Hardevour, je l'attends de pied ferme. En deuxième position, on retrouve un jeu de Grail Games intitulé Red Leaf University, et je pense que c'est la première fois que je suis hypé par un jeu de Grail Games, alors sans aucune volonté de me montrer impoli à l'égard de Grail Games. Jusqu'à maintenant, ils avaient jamais proposé de jeu qui m'avait vraiment beaucoup attiré. Il y avait Night Soil, qui mine de rien avait l'air d'être assez intéressant, mais j'avais pas non plus été convaincu au point de le backer. Barony, qui était une réédition, je crois, d'un jeu sorti il y a une dizaine d'années, qui avait l'air d'être sympa, mais pas hyper convaincu. Silicon Valley, qui avait un mini floppé, on va dire. War Machine, peut-être, avait l'air plus sympa, mais c'est pas mon type de jeu, mais je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air sympa quand même malgré tout. Mais de manière générale, il n'y avait aucun jeu de Grail Games qui m'avait vraiment attiré. Mais là, j'avoue que je suis
euh, en mode tulipe à 90 degrés pour ce petit Radleaf University, pour plusieurs raisons. Alors d'abord, jeu de placement d'ouvriers, donc forcément déjà ça m'intrigue à minima. Deuxième, parce que un des deux auteurs derrière Radleaf University, c'est Adam Eshku. Et Adam Eshku, bon, au-delà de Sagrada qui est son jeu le plus célèbre à ce jour, c'est pour moi surtout l'un des deux auteurs de Mistwind, à côté de moi ici. Et vous le savez, Xavier et moi-même, Mistwind, c'est dans notre top 10 à tous les deux. Donc Mistwind, on adore, on aime beaucoup ce jeu. Et donc automatiquement maintenant, quand on voit Adam Eshku quelque part, bah on surveille, à minima. En plus, c'est un jeu de placement d'ouvriers, donc raison supplémentaire pour moi d'y attribuer beaucoup plus d'attention encore. Autre raison, bah c'est très joli. Radleaf University, visuellement, la couverture me vend du rêve personnellement. Bon, les animaux anthropomorphiques, on en voit beaucoup dans l'univers du jeu de société de manière générale, mais je trouve ça toujours aussi charmant malgré tout. Et en plus ça c'est très très bien illustré, donc aucun problème à ce niveau-là. Et puis placement d'ouvriers avec un système de upgrade qui se veut innovant. Bon, on verra si c'est vraiment le cas ou pas, mais en tout cas ça semble intéressant. On nous parle ici de recruter de nouveaux étudiants prometteurs, on nous parle de les attribuer à différents types de campus spécialisés, de gagner des crédits académiques, et puis de devenir finalement l'université la plus prestigieuse, quoi, en gros. Visuellement, c'est encore une fois très joli, donc ouais, non, j'ai très très hâte de découvrir ça pour donc Adam Eshku, placement d'ouvriers, très joliment illustré. Donc ouais, c'est la première fois que je suis hypé par un jeu de Grail Games. Donc ouais, j'en attends beaucoup de ce Radleaf University. Je sais que en général, si je ne me trompe pas, les jeux de Grail Games ont souvent une VF disponible durant la campagne. Je me demande même s'il n'y a pas une partie de l'équipe de Grail Games qui n'est pas française ou à minima francophone. Mais là on voit qu'il y a le drapeau français. Là aussi, Barony aussi. Night Soul, c'était peut-être pas le cas à l'époque, je sais pas. Mais souvent il y a une VF, donc je vais peut-être même essayer de les contacter pour voir s'il n'y aurait pas moyen de choper un prototype de Radleaf University pour couvrir ça pour la sphère francophone, parce que ouais, j'ai très 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 hâte de découvrir ce nouveau jeu, donc de Adam Eshku, même s'il n'est pas tout seul, il est avec ici un autre auteur roumain qui s'appelle Florin Pourluca, qui pour le coup m'est inconnu, et c'est illustré par Sylvain Leroy. Qu'est-ce qu'il a fait au préalable? Yokai Septet, ok. Inish, c'était lui. Inish Legendary Edition. Ah, il était plusieurs, mais il fait partie des 3 illustrateurs. Ok, d'accord, intéressant. Mais ouais, je connaissais pas Ukiyo. Ok, d'accord. Mais ouais, à suivre, parce que Sylvain Leroy, les illustrations pour le peu que l'on peut voir pour l'instant de Radleaf University, très très cool. Donc ouais, en deuxième position, Radleaf University, le prochain jeu de Grail Games. Et en première position, peut-être que vous vous demandiez où il était, mais oui, le voici. En première position, il était déjà, je crois, peut-être dans les 3 premiers de l'émission de 2025, mais la campagne a été reportée à plusieurs reprises, dans cette fin d'été, puis fin d'année 2025, et puis finalement, pour plusieurs raisons, ils ont reporté à début 2026. Ce sera, je crois, mi-février, je crois, Canals of Windcrest, le nouveau projet de First Fish Games. C'est leur 9e projet sur Kickstarter. Et vous allez rapidement comprendre pourquoi quand je vais cliquer sur la page de l'éditeur, parce que dans les 9 projets créés, et bah bien sûr que le dernier c'est Mistwind, et oui, je viens d'en parler. Le jeu de Adam Eshku, justement, et ben, Canals of Windcrest, c'est encore Adam Eshku, donc il aura les 2 premières places de mon classement trusté par ce même auteur, qui est pourtant pas un auteur très très connu, au-delà de Sagrada, qui lui il est quand même pas mal. Mais First Fish Games, avant Mistwind, c'était personne. Les gars, avant ça, ils avaient fait Get Off My Land, annulé puis financé de justesse, Tone Builder, qui n'avait pas fait un gros succès non plus, Ducks in Tow, annulé puis financé de justesse, extension annulée, puis financée de justesse, donc vraiment c'était toujours un peu galère, et c'était honnêtement pas hyper vendeur, hein. Les thématiques, moi ça m'attirait pas du tout, et puis un jour, pof, ils ont pondu Mistwind sorti de nulle part. J'avais été convaincu par l'aspect visuel,
mais j'en attendais pas grand-chose, et ils nous ont contactés pour qu'on fasse la seule vidéo francophone pour couvrir leur campagne de Mistwin à l'époque, ce qu'on avait accepté, et ça avait été une énorme surprise pour nous. Je pense que Mistwin avait été notre surprise de l'année à ce moment-là, et depuis sa réception, ça n'a fait que confirmer notre avis positif à son égard, et du coup, très logiquement, eh ben, on couvrira aussi Cannons of Windcrest, dont on a déjà fait 3 parties, Xavier et moi-même. Pour autant, j'ai décidé pour ce classement de ne pas prendre en compte nos 3 premières parties. Est-ce que ça veut dire qu'il ne serait plus premier après ces 3 parties, ou est-ce que ça l'a confirmé? Ça, je ne vous le dirai pas, faudra attendre la vidéo de review et ou l'explay party. Mais j'ai décidé de ne pas prendre en compte ces parties pour juste être aussi juste que possible, dans le sens où j'ai testé aucun des autres jeux mentionnés jusqu'à maintenant, donc je fais comme si j'avais jamais testé Cannons of Windcrest, et du coup, c'est la suite logique de Mistwind, c'est dans le même univers que Mistwind, et c'est le même auteur, enfin l'un des 2 auteurs de Mistwind en tout cas, sur Cannons of Windcrest également, donc forcément je l'attends avec énormément d'impatience. C'est un jeu dans le même univers qui partage aussi une partie des mécanismes, mais c'est un jeu un peu plus expert, vous le verrez, que Mistwind. Un jeu où on va faire de la manufacture de biens d'exportation que l'on va ensuite exporter. On va aussi développer notre entreprise, on va dire. Il y a beaucoup de, comment dirais-je, de mécanismes imbriqués là encore, parce qu'on va aussi pouvoir déployer, pas des ouvriers, mais ce qui peut s'apparenter à des ouvriers, mais à utilisation unique en réalité, sur différents emplacements. On va pouvoir aussi construire des infrastructures de production de ressources ou de production de points de fin de partie, etc. On va pouvoir construire des ponts sur lesquels on va retrouver ici ces citoyens, que l'on va pouvoir prendre un petit peu comme des taxis sur nos baleines volantes et les déposer ailleurs en ville. Là aussi, ça va nous octroyer des bonus, etc. Donc vraiment beaucoup de choses à prendre en compte, et trop peu d'actions disponibles au cours d'une partie pour pouvoir tout faire. C'est de la bonne frustration bien saine que j'aime dans les gros jeux comme ceux-ci, et je le dis au premier degré, hein. C'est vraiment de la frustration que j'aime bien dans les jeux comme ceux-ci, où on a l'impression qu'on ne pourra jamais tout faire, mais on est quand même satisfait à la fin de la partie d'avoir pu faire autant de choses malgré tout, d'autant plus que dans Cannons of Windcrest, on le verra, je ne rentre pas dans les détails parce que ce sera pour la review, il y aura quand même une belle montée en puissance au cours de la partie. Est-ce qu'on l'aura aimé autant, plus, moins que Mistwind? Ça, on en parlera le moment venu. Mais quoi qu'il en soit, Cannons of Windcrest est quand même mon numéro 1 pour les attentes de cette année 2026. Voilà pour ce qui est donc de cette vidéo qui fait donc pour l'instant, bon ça va, 1h15 avant montage, donc certainement 1h10 après montage, c'est pas aussi long que je l'imaginais, donc je suis plutôt content d'avoir su rester relativement concis. Bah écoutez, j'ai pas grand chose de plus que ça à rajouter à cette déjà très longue vidéo. J'espère que vous aurez remarqué, même si j'en parlerai dans une autre vidéo dédiée à la chaîne, ses changements, ce que j'entrevois pour 2026, donc pas uniquement là-dessus, mais que vous aurez remarqué un petit peu le changement de décor, j'ai fait un peu de ménage derrière moi, il n'y a plus de bordel du tout, il y a une ardoise avec notre nom, même si j'ai foiré le meeple dans le haut ici, il n'est pas lisible, donc il faut que je le refasse. Mais ouais, j'ai essayé d'investir un petit peu, j'ai des petites feuilles un peu partout, c'est joli, j'ai remis les bandelettes de lumière derrière la calaxe, donc voilà, j'essaie d'investir un petit peu, je me suis repris une lumière en plein dans ma tronche pour ne plus avoir une partie du visage dans l'ombre et l'autre dans la lumière. On verra si vous aurez noté la différence ou non. Bref, on essaie de s'améliorer petit à petit, même si ça fait déjà 5 ans, presque 5 ans, qu'on est actif sur YouTube. Il est temps que nous aussi, on up un petit peu le game. Voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi à nouveau cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour la reprise du menu crowdfunding, pour le patron l'addition de décembre 2025 qui arrive très prochainement aussi, pour des vidéos sur Cannons of Windcrest, bien évidemment, très bientôt aussi. Bref, pour tout un tas de vidéos, je pense que j'en ai peut-être 2 ou 3 en solo qui sont prévus dans les jours à venir aussi. Donc là, j'essaie de commencer l'année en force, on va essayer d'augmenter un petit peu aussi le rythme de parution, mais bon, ça c'est encore un autre sujet qui n'a aucun lieu d'être dans cette vidéo, donc je m'arrête là.
Merci encore de vouloir suivre cette vidéo, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, hein, bien évidemment. Et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne des Ludovores. À la prochaine!